Bonjour à tous. Merci Eric pour cette introduction. La station de recherche Agroscope travaille depuis les années 80 sur l'alimentation azotée de la vigne. Et faire une synthèse de plus de 25 ans de recherche en 20 minutes, c'était trop ambitieux. Alors j'ai choisi de cibler ma présentation sur l'accumulation de l'azote dans les raisins en lien avec la qualité des vins. Donc le graphique que vous voyez là représente la totalité de l'azote présent dans le mou de raisin. Il est composé en partie d'azote minéral, donc directement assimilé par les racines. Donc là, on parle ici de nitrate et d'ammonium. Et la majeure partie est de l'azote organique qui est synthétisé par la plante. Donc là, on a différentes formes d'azote, dont principalement des acides aminés, eux-mêmes divisés en deux catégories en fonction de leur structure moléculaire. Seulement une partie de cet azote est assimilable par les levures. C'est l'ammonium et les acides aminés qu'on appelle primaires. Cet azote assimilable est très important, notamment pendant la vinification. Les levures assimilent cet azote et s'en servent pour se développer, se multiplier, et ça leur permet de compléter correctement la fermentation alcoolique. Donc là, vous voyez des résultats de 4 années de vinification dans notre cave expérimentale sur le cépage Chasselas. Et on voit une forte corrélation entre la durée de fermentation et la teneur en azote assimilable dans les mous. En dessous de 140 mg par litre de mou, on considère qu'on est en forte carence azotée. Donc là, on a la durée de fermentation qui s'allonge dangereusement. On peut même être confronté, si on ne maîtrise pas toutes les conditions, on peut être confronté à des arrêts de fermentation, avec tous les problèmes qui vont avec. Et inversement, lorsque le mou contient plus de 200 mg par litre de mou d'azote, on considère que ce mou est bien alimenté, équilibré en azote, et la fermentation peut se dérouler dans de bonnes conditions et dure environ une semaine. L'azote est également important dans le développement des arômes du vin. Pour vous démontrer ça, on a mis un petit essai simple en place. On a pris 2 mous, en tout point identiques au niveau analytique, sauf en azote assimilable. Le premier mou était fortement carencé en azote, ici représenté en rouge, et le deuxième mou était bien alimenté, ici en vert. Et vous voyez le graphique qui représente les notes de résultats des dégustations de notre panel. Les 2 vins ont été très fortement discriminés, tant au nez qu'en bouche. Le vin issu du mou carencé a été péjoré au nez, il a été noté beaucoup moins expressif, une note de qualité d'équilibre au nez beaucoup plus faible. Des critères, ce qu'on appelle, chez nous on appelle ça de critères de stress azoté, donc ça c'est des formations d'arômes atypiques qu'on retrouve caractérisées surtout sur les vins blancs, c'est là que ça ressort beaucoup. Et ce vin a aussi été discriminé en bouche, où donc, la carence a entraîné une forte amertume et une astringence, ce qui fait qu'au final, les dégustateurs ont nettement préféré le vin issu du mou équilibré. Une troisième variante dans le cadre de cet essai, nous avons pris le mou carencé et nous avons dit à notre œnologue caviste qu'il avait feu vert, tu peux faire tout ce que tu veux pour obtenir le meilleur vin. Donc déjà, il a commencé par corriger la teneur en azote. Ensuite, il a dû quand même faire des aérations parce que malgré la correction d'azote, il y avait la fermentation qui ne se déroulait pas tout à fait bien. Ensuite, il a dû faire plusieurs collages pour camoufler un peu les arômes indésirables. Donc, il a fait un peu de bentonite, un peu de cuivre. Et il a même fait un petit passage en barrique pour cacher les défauts au final. Et vous voyez sur le graphique que la ligne orange de ce vin se distingue à peine du vin qui est issu du mou carencé non corrigé. Donc tout ça pour dire qu'il est quasiment impossible de faire un bon vin sans bon raisin. À partir de là, on s'est orienté vers la vigne pour essayer de comprendre quels étaient les paramètres qui influençaient l'accumulation de l'azote dans le mou. Donc pour vous expliquer cela, je vais reprendre la définition du terroir, qui est composé de 3 grands facteurs, le sol, le climat
et le savoir-faire du vigneron. Là, je me suis permis d'adapter cette définition à la présentation d'aujourd'hui. Donc ces 3 facteurs influencent également la teneur en azote assimilable du mou. Le sol et le climat sont des paramètres qui appartiennent à la parcelle. Nous, en tant que producteurs, on subit ces paramètres, on ne peut pas les modifier. Par contre, on peut utiliser tout notre savoir-faire pour s'adapter au mieux au sol et au climat que nous avons. Et pour ça, les leviers sont assez nombreux. Et dans la suite de ma présentation, je vais vous montrer ou illustrer par quelques essais que nous avons menés dans notre station de recherche. Ici, juste un exemple, une parcelle chez un vigneron chez qui on est allé travailler. Un exemple d'enherbement qui a entraîné un fort déséquilibre dans la parcelle. Le vigneron a choisi de planter du thym dans sa parcelle, donc avec l'idée de limiter l'érosion parce que c'est en forte pente, de limiter aussi l'entretien du sol. Après plusieurs années, le thym s'est extrêmement développé, il a littéralement envahi la parcelle. Et vous voyez, à l'état de la vigne, vous pouvez voir qu'il y a une forte concurrence en azote. La vigne a perdu de la vigueur, n'arrive plus à se développer. Et la couleur du feuillage, un vert très pâle, quasiment jaune, qui indique une très forte carence azotée. Donc ça se répercute directement sur la teneur en azote assimilable du mou et sur la qualité des vins. Mais il y a aussi d'autres situations possibles de déséquilibre, notamment sur une autre vigne que j'ai en tête, où le sol est profond, riche, l'eau n'est pas limitante, l'azote n'est pas limitant, la vigne se développe très fortement, très vigoureuse, à une grande surface foliaire, et pourtant, on se retrouve dans une situation où le mou a une teneur faible en azote. Ce qui semble étonnant, alors que la vigne ne manque pas d'azote. On a cherché à comprendre cela, et on a mis un petit essai en place, où sur un rang de vigne, on a fait varier la hauteur du feuillage et la charge en fruits des cèpes. Le but était d'obtenir un fort gradient du rapport feuille-fruit. La première chose qu'on a observée, c'est que quand le rapport feuille-fruit est insuffisant, c'est-à-dire inférieur à 1 mètre carré par kilo de fruits, on a observé des problèmes de maturation du raisin. On a des problèmes d'accumulation des sucres, les acidités se dégradent moins également. Inversement, lorsque le rapport feuille-fruit dépasse 1 mètre carré, 1,2 mètre carré par kilo de raisin, là on observe la formation d'un palier en termes d'accumulation des sucres qui indique que ça ne sert à rien de continuer à augmenter ce rapport feuille-fruit puisqu'il n'y a plus de gain en accumulation des sucres. Par contre, en parallèle, ce qu'on a pu observer sur ce même essai, c'est que pour une charge en fruits constante sur les cèpes, si on augmente la surface foliaire, cela entraîne une baisse de la concentration d'azote dans l'ensemble de la plante. Dans tous les organes de la plante, on indiqué une baisse de concentration. On pourrait expliquer cela comme si la plante possédait un pool d'azote et le fait d'augmenter la hauteur de rognage, d'augmenter la surface foliaire, on entraîne une forme de dilution de l'azote, de cet azote, dans le volume de la plante. Et ça se répercute directement sur la teneur en azote assimilable des mous. Vous voyez ici, quand la hauteur de feuillage est normale à 90 cm, on a une bonne alimentation, au-dessus de 200 mg par litre de mou. Par contre, si on augmente fortement la hauteur de feuillage, donc ça, ce n'est pas en lien avec la vigueur, c'est vraiment nous qui décidons de rogner plus haut, on voit que la teneur en azote, on induit une carence azotée dans le mou. Et selon vous, pour une hauteur de feuillage constante, pour une surface foliaire constante, que se passe-t-il en termes d'azote assimilable si on double le rendement de la vigne? La concentration de l'azote reste la même. Étonnamment. C'est un résultat qui nous a surpris au premier abord, et du coup on a choisi de développer d'autres essais pour mieux comprendre ce phénomène. Accessoirement, je réalise ma thèse de doctorat sur cet essai.
Les résultats sont en cours d'analyse, mais je peux déjà vous présenter des premiers résultats. Donc on a pu confirmer déjà que la teneur en azote assimilable du mou est indépendante du rendement. Ça, c'est un premier fait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer pourquoi la vigne fait ça, mais je peux déjà vous expliquer comment, parce qu'on a pu mettre en avant au moins 2 mécanismes. Le premier, c'est que face à un rendement plus élevé, la vigne va puiser plus fortement dans ses réserves azotées, présentes dans les racines et le tronc. Donc là, bien sûr, si vous surproduisez plusieurs années de suite, vous imaginez bien que la vigne va s'épuiser à long terme. Et là, il y a d'autres mécanismes d'équilibre qui vont se mettre en place, tels que la baisse de la vigueur, baisse de la fertilité. Deuxième mécanisme, il y a une des variantes de cet essai recevait de l'urée foliaire. Et on s'est rendu compte que plus le rendement est élevé, plus la plante va assimiler d'azote. Donc dans ce cas-là par les feuilles, mais on peut aussi assumer qu'elle va faire la même chose par les racines. Ça, c'est des résultats en cours d'analyse. Maintenant, je vous ai expliqué que la quantité d'azote dans le mou est indépendante du rendement. Par contre, la qualité varie fortement. Vous voyez, l'analyse statistique ici nous a permis de discriminer les mous en fonction de leur profil en acides aminés. Et on a pu former 2 groupes. On a retrouvé en fait les cèpes qui avaient des forts rendements et les cèpes qui avaient des faibles rendements. Donc là encore, c'est des résultats en cours d'analyse. Je n'ai pas encore fait le lien direct avec la qualité organoleptique des vins, mais on peut bien imaginer qu'il y en aura un. Donc pour faire une synthèse de ces essais, on pourrait conclure que le rapport feuille-fruit, un rapport feuille-fruit équilibré est essentiel pour la vigne. Il doit être suffisamment important pour garantir une bonne maturité du raisin et une bonne accumulation de l'azote dans les réserves pour les années suivantes. Mais il ne faut pas que ce rapport soit excessif, auquel cas on risque de créer ou d'induire une carence azotée dans les mous. Donc on a vu plus tôt que faire une correction d'azote à la cave, ça ne permet pas d'arriver à une qualité optimale. Ça permet de garantir une bonne cinétique de fermentation, mais on n'arrive pas à égaler la qualité d'un vin issu d'un mou bien équilibré en azote organique. Donc quand on connaît bien notre parcelle et les conditions de notre parcelle, et qu'on a déjà essayé de jouer sur tous les paramètres en jeu d'équilibre de l'azote, il nous reste encore la possibilité de fertiliser. Et pour ça, on peut apporter de l'urée foliaire avec l'idée de cibler l'accumulation de l'azote dans le mou. Donc quels sont les paramètres qui vont faire que notre fertilisation va être efficace? 3 grands points. Il y a la période d'application, la quantité de fertilisant, et puis la zone d'application. La vigne possède 2 grands pics d'absorption au cours de sa phase végétative, juste après la floraison et juste après la véraison. Là, c'est les grands pics d'absorption de l'azote. Donc, on a mis un petit essai simple en place où on a une variante qui a reçu de l'urée foliaire au moment de la floraison et une autre variante qui a reçu de l'urée foliaire au moment de la véraison. Et voilà les résultats. Le fait d'apporter cette urée tôt dans la saison, au moment de la floraison, on n'a eu aucun impact sur la teneur en azote assimilable du mou à la vendange. Notre urée s'est plutôt orientée dans les parties en croissance, dans le développement de la plante. Par contre, lorsqu'on apporte cette urée plus tardivement au moment de la véraison, là, la vigne est en fin de croissance, théoriquement, et le raisin est en début de maturation. Et là, le raisin possède une force d'appel très importante pour l'azote. Du coup, notre azote s'accumule préférentiellement vers le raisin. Un vigneron nous avait approché aussi, en voyant ces résultats, il nous avait posé la question assez simple et logique aussi, par rapport à la zone d'application de cette urée foliaire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de cibler la zone des grappes quand on fait l'application foliaire, puisque c'est là qu'on veut que notre azote se concentre? Du coup, on a remis un essai en place, cette fois sur 3 ans, avec
un témoin censuré et 3 variantes différentes avec des zones d'application différentes. Feuillage entier, haut du feuillage et uniquement zone des grappes. Et selon vous, quelle variante a donné le meilleur résultat? Les 3 variantes ont donné des très bons résultats en termes d'accumulation d'azote dans les raisins. Il n'y a pas eu de différence significative. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assimilation foliaire est un mécanisme passif, contrairement à l'assimilation racinaire. Il n'y a pas de tampon de sécurité, dans le sens où, dans certains cas, si l'accumulation de l'urée dans les feuilles peut entraîner une forme de toxicité. L'urée est rapidement dégradée sous forme d'ammonium, et l'ammonium, s'il n'est pas transformé rapidement ou distribué dans la plante rapidement, s'il se retrouve en forte concentration, il peut entraîner des symptômes de grillure du feuillage. Vous voyez ici la variante qui a reçu de l'urée que sur le haut du feuillage. Donc du coup, nous conseillons d'appliquer cette urée en plusieurs fois. Par exemple, si on applique 20 unités d'azote, il faut l'appliquer, on conseille de faire des applications de 5 kg à la fois, une fois par semaine, et puis sur l'entier du feuillage. Donc pour conclure ma présentation, vous pouvez retenir 3 grands points. C'est que l'azote organique présent dans le mou est essentiel pour le bon déroulement de la vinification et pour la qualité finale et le profil du vin final. Deuxièmement, on peut maîtriser, on peut contrôler l'accumulation de cet azote en intervenant au vignoble et en raisonnant de façon intégrée sur l'ensemble des paramètres qui influencent cette alimentation azotée. Et troisièmement, on ne peut pas faire de bon vin sans bon raisin. Merci pour votre attention.